Sunderlight Production. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un vidéaste pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Mathias Calem. Bonjour Mathias. Salut. Je pense qu'il y a eu un bug chez la moitié des auditeurs quand j'ai dit vidéaste dans l'intro, parce que ici on parle de photos, de photographes et de toutes choses liées à la photographie. Et la vidéo est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est lié à la photographie. Donc je t'ai invité pour en parler. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre de toi pour améliorer nos photos. Oui, donc je disais, je pense qu'il y a eu un bug chez la moitié des auditeurs quand j'ai dit vidéaste, surtout ceux qui sont sur le groupe Mémonance. Ouais. Tu avais foutu un sacré bordel quand tu étais arrivé. Bah déjà, rien que le mot vidéaste, il est pas beau, je trouve. Ouais. Mais tu vois, au début, je l'assumais pas, ouais. Ce mot. Donc, je m'appelais filmmaker ou je m'appelais réalisateur de films de mariage. Tu vois, je trouvais des noms comme ça. Puis après, je me suis rendu compte que finalement, même si c'était un mot qui était pas joli, c'était celui que tout le monde utilisait. Et c'était beaucoup plus facile, ne serait-ce que pour le référencement Internet. Et donc, voilà, maintenant, je dis que je suis vidéaste et je l'assume, quoi. C'est vrai que le terme anglais est plus noble, en fait, je trouve. J'ai longtemps, alors moi qui ai tout appris en anglais, parce que voilà, j'ai tendance à aller vers ce genre de sources-là. Et pendant longtemps, justement, je me demandais comment on appelait les mecs qui faisaient des vidéos. Carrément. Et j'arrivais pas à mettre de nom dessus. Et c'est vrai que vidéaste n'est pas un beau terme du tout, mais qu'effectivement, c'est peut-être celui qui résume le mieux dans l'esprit du grand public. Ouais, en fait. C'est ça. Puis ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'initialement, ça fait vidéaste. On pense de suite vidéaste amateur. Ouais. Après, maintenant, vidéaste, c'est peut-être plus... on pense à YouTube. Ouais. YouTubeur, vidéaste, youtubeur. Donc voilà. Mais bon, écoute, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Non, pourtant, on peut pas dire que la langue française n'est pas riche, mais là, pour le coup, bon... Peut-être réalisateur, mais c'est un peu... Ça se fait pompeux, quoi, tu vois. Oui, en plus, ça n'inclut pas le fait que tu fais la captation aussi, en plus du montage, en plus des choses comme ça, donc effectivement. Donc vidéaste. Yes. Mais tu es aussi un photographe, un bon photographe qui maîtrise tous les codes de la photographie qu'il faut maîtriser aujourd'hui pour se dire photographe professionnel. C'est des choses qu'on va retrouver dans toutes tes images. Donc, quand je dis images, évidemment, je pense photo, mais je pense aussi vidéo. Tu as toute cette palette-là. Avant de partir trop dans tous les sens, on va commencer par la première question. C'est l'elevator pitch. Tu connais l'histoire. Tu rentres dans l'ascenseur. Il y a Steve Jobs qui rentre dans l'ascenseur avec toi et tu dois lui présenter en 3 étages qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis salut Steve, je m'appelle Mathias, je suis vidéaste de mariage alternatif, c'est-à-dire que je vais filmer les couples qui s'aiment de façon passionnée, intense, sur la France entière et un petit peu partout dans le monde aussi, avec un style qui m'est propre, que j'ai même nommé donc le wide and epic. Voilà ce que je lui dirais. C'est ce que tu lui dis. Ouais. Et je suis complètement con. Je suis complètement taré. Non. T'es fou de lui ou t'es un maboule sur les prestats, non ? Non, ça me fait toujours rire. C'est une réplique qu'il y a dans un film où, je sais plus, c'est dans Sin City où il se présente et à la fin il dit « Et je suis complètement taré ». Je l'ai oublié ce film, c'est marrant. J'ai adoré visuellement l'esthétique, mais j'ai complètement oublié l'histoire. Ouais, en fait ce qu'il y a, c'est que c'est l'histoire. Il y a plusieurs histoires, c'est entrecoupé, voilà. Puis il y en a 2 aussi. Où ça reprend, il y a plusieurs arcs temporels. Enfin, mais voilà. C'est Robert Rodriguez qui l'a réalisé. Oui, et puis le créateur de la BD aussi, Frank Miller. Ouais, Frank Miller. Mais Robert Rodriguez, il y a un truc. En fait, je trouve que c'est un mec qui est extrêmement doué. Le truc, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus doué pour les images que pour l'histoire. En fait. Ouais, tout à fait. Complètement. Ouais, c'est un peu comme Zack Snyder, c'est un peu le même style, quoi. C'est beaucoup dans le Michael Bay, il y a des gens comme ça en fait qui savent rendre spectaculaire une histoire qui tient sur un ticket de métro en fait. C'est ça. Mais c'est un talent aussi, mais c'est vrai que malheureusement ça a tendance à laisser moins de traces sur la durée quand on regarde ce genre de film. Donc tu as dit ton style, tu l'as appelé Wild and Epic. C'est quoi Wild and Epic ? Alors Wild and Epic, c'est vraiment j'avais besoin il y a quelque temps de vraiment mettre des mots sur mon style et sans rentrer dans une case, parce que j'aime pas ça, rentrer dans des cases. Oui, c'est moody, fearless. Ouais, voilà. Quoi, ouais. Moi, c'est pas mon truc, donc je me suis dit non, moi je fais du Callen Film, parce que c'est le nom de ma société. Et donc mon style, c'est le wide and epic.
Donc le wild, ça va être, même si c'est un mot je suis pas le seul pour le coup à l'utiliser, j'en ai bien conscience. Mais il a 2 volets, c'est-à-dire ça va être, bon, évidemment, mettre en valeur la nature, les espaces sauvages, voilà, la faune, la flore. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très très sensible, mais aussi le côté folie qu'on va pouvoir retrouver dans un événement festif comme le mariage, notamment sur le dance floor. Voilà, quand voilà, on lâche les chiens, quoi, quand vraiment l'alcool fait son effet, et qu'il y a l'ambiance et que ça part en live. Donc voilà, c'est le deuxième volet du wide. Et le épique, c'est donner une dimension donc épique à mon histoire, donner une dimension héroïque à mes mariés, vraiment les mettre en valeur et donner un côté très cinématographique. Voilà comment je définis en quelques lignes mon style. Tu parlais de nature, tu choisis tes mariages en fonction de ça ou Pas tout le temps. C'est un équilibre, on va dire. J'ai quelques mariages des fois, par exemple, en région parisienne. C'est sûr que c'est un... Alors quand c'est en région parisienne, il y a quand même des beaux coins, à 1 heure ou 2 de Paris, notamment du côté de la Normandie, par exemple. C'est très très joli. Enfin, en fait, de tous les côtés, mais il faut juste les connaître. Voilà, c'est ça. Et après, c'est vrai que je suis quand même moins à l'aise dans un environnement urbain, quoi. Ouais. T'es plus dans la nature et plus de ce côté-là, ok. Ouais. Je suis obligé de te poser une question que beaucoup de gens vont se demander, en fait, parce que si on commence à te googler, on va tomber sur un mot qui est facomochère. Qu'est-ce que c'est un facomochère ? Alors, facomochère, c'est un surnom qui est venu progressivement, tu vois, dans le wedding game. En fait, initialement, ça vient d'un film, un vrai faux documentaire, donc qui s'appelle les 4 saisons Espigoule. C'est un film de la fin des années 90, je pense, qui est devenu culte dans la région, mais donc dans la région du Var, parce que ça se passe dans le Haut-Var. Espigoule, c'est un village inventé. Le vrai village, c'est le village de Gina Servi, où on suit en fait le quotidien de ce village pendant 4 saisons. Et dedans, il y a des acteurs, mais très peu. Il y a finalement 2 ou 3 acteurs, mais on s'en aperçoit pas quand on le regarde. Et voilà, c'est un quotidien du milieu rural, avec des histoires, des anecdotes, des blagues. Voilà. Donc c'est très très drôle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Alors, quand on n'est pas du Sud, je pense qu'on ne doit pas comprendre la moitié, parce qu'il y a beaucoup d'expressions et de situations, mais il y a le côté très pagnolesque, en fait. Ouais. Et dedans, voilà, donc il y a l'histoire du facomochère, qui est une bête étrange, un genre de sanglier-garou, quelque part. Et voilà, ils se font des blagues avec ça. Et petit à petit, je crois que la première personne à m'avoir nommé comme ça, c'est Stéphane Defer, du duo Claire et Stéphane, duo photographe et vidéaste. Il a commencé à me nommer comme ça, et puis après il y a Matt Moel-Reno de Mariano dans les Bois aussi, ça les a fait rire, et puis après il y en a un autre aussi, mais un peu par hasard, et puis voilà, finalement c'est devenu un surnom. Voilà, c'est devenu un surnom. T'es celui qui fait peur dans le wedding game ? Peur, je sais pas, mais... T'es la plus grande gueule, ça c'est sûr. Ouais, peut-être la plus grande gueule, et voilà, c'est mon côté bourru aussi, on va dire. Voilà. Après, peur, je sais pas, je pense être quelqu'un de gentil, vraiment. Mais bourru, ouais, ça. Alors, pour moi qui te rencontre pour la première fois, je m'attendais à voir, pour t'avoir plutôt connu par Facebook et par les groupes et par les choses comme ça, je m'attendais pas à autant de douceur en fait. Je m'attendais à vraiment voir arriver un gros rugbyman presque méchant, tu vois. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à toi. Ouais. C'est assez amusant quand on te rencontre en vrai et quand on a l'image en ligne, justement de se rendre compte qu'en fait t'es pas un gros costaud tout fou quoi. Ouais, après je vais être honnête, j'en joue énormément. Je dis souvent même que voilà, je parle souvent de notion d'avatar en fait, et j'avais cette notion d'avatar avant d'avoir même ce surnom, et finalement ce surnom il est venu bien collé au personnage, et je trouve que c'est plus facile pour communiquer sur les réseaux sociaux d'avoir une version simplifiée de soi-même. D'accord. En fait. Ça, on en reparlera pendant ta communication justement, parce que c'était là que je voulais en venir, mais on va y revenir en fait dans la partie un peu plus business. Si on attaque sur ta philosophie photo, c'est quoi tes influences ? C'est assez bien détaillé sur ton site, mais je vais te laisser en parler pour les gens qui n'iraient pas forcément voir ça. Moi, mes influences, elles sont, on va dire, à 99% issues du cinéma. Je suis un vrai cinéphile. J'aime tout dans le cinéma. Il n'y a pas de style, à part j'ai du mal avec le cinéma d'horreur, mais encore, bon,
Voilà, il y a quand même quelques chefs-d'œuvre comme Shining ou plus récemment Get Out, voilà, des films qui m'ont quand même énormément plu. Mais sinon, j'adore le cinéma, quoi. J'adore le cinéma, les séries, évidemment. Mais c'est difficile, même si c'est le cas là en pleine saison où je bosse beaucoup, de passer une journée sans regarder quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu ma journée si j'ai pas regardé un film ou au moins un épisode de série. C'est ta formation. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça, clairement. Ouais, clairement. Il y a des films, quand je finis de les regarder, je les partage sur les réseaux sociaux et je dis voilà, vous voulez un workshop gratuit, vous regardez ce film, tout y est. C'est rigolo, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps où justement se balancer des films à regarder pour justement analyser la lumière et se dire qu'il y avait des choses qu'on pouvait tout à fait apprendre de ces films-là. Donc finalement, ça revient. Mais sur ton site, c'est assez bien, c'est assez impressionnant. Déjà, j'ai pas reconnu 90% des films que tu mets parce que tu as fait une liste d'images en fait quand tu lis tes influences. Ça, je trouve que c'est très intelligent de l'avoir fait comme ça parce que c'est trop facile de mettre des listes de films puis même c'est trop facile, personne va la lire, personne va la regarder, personne va y faire attention. Finalement t'as bien résumé parce que c'est assez facile d'aller au bout de la liste. C'est presque un jeu de chercher de quel Exactement. film il s'agit. Même si je ne les ai pas tous reconnus, il y en a que j'ai reconnus, il y en a peut-être des un peu plus pointus que d'autres que j'ai reconnus, tu vois, mais il y en a, la plupart je les ai pas reconnus. Finalement ça donne une belle image de toi, je trouve. C'est très intelligent de le faire comme ça. Je sais pas. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de montrer, plutôt que montrer la fiche de film, même si j'aime beaucoup les affiches de films. Mais pour le coup, il y a beaucoup de design, de retouches, de composition dans les affiches. Et ça m'intéressait plus de montrer un screenshot d'un plan pour montrer vraiment. Mais ça montre qu'il y a une vraie réflexion aussi, finalement. C'est pas un truc fake générique comme on peut faire sur les CV. Mes loisirs, c'est le cinéma, les musées, les trucs comme ça. Là, c'est une vraie réflexion précise, pointue et efficace. C'était une belle manière de le faire. Si je te demande ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui fait que tu vas décider, alors dans ton cas, plus de faire une séquence d'images, qu'est-ce qui va attirer ton œil, qu'est-ce qui va attirer ta caméra et qui va faire que tu vas décider d'appuyer sur ce bouton à ce moment-là, sachant qu'en plus, toi, tu crées des gros fichiers. Je pense que ça doit faire des gros volumes de données à la fin et que peut-être tu dois faire un petit peu plus attention qu'un photographe à ce que tu filmes. Ouais, alors pas tant ça, justement. Moi, j'ai un peu la même approche que certains photographes, mais non, je vais à l'économie, moi. Je suis pas quelqu'un qui shoot beaucoup, enfin, donc je sais pas si c'est le mot pour un vidéaste, mais qui tourne beaucoup. Ouais. Je fais des séquences très courtes. Et voilà. Par contre, j'observe énormément. Et ce qui va me faire déclencher, ça va être deux choses. Ça va être soit l'action, soit l'émotion. D'accord. Voilà, donc il se passe quelque chose, ça va être intéressant pour mon histoire. Il y a de l'émotion, ça va être intéressant pour aller toucher les gens. Et donc j'ai deux boîtiers avec deux focales différentes, une large, une plus serrée. S'il y a de l'émotion, le plus serré. S'il y a de l'action, la focale la plus large. D'accord, mais tu observes énormément en fait. J'observe, ouais. C'est une chose. Moi, j'ai du mal à être comme ça, mais si j'aimerais être comme ça. Moi, je suis partie de ceux qui font beaucoup de photos sans forcément. J'allais pas dire sans réfléchir. C'est pas sans réfléchir. Je fais beaucoup de photos, c'est-à-dire je vois une scène, mais je vais aller la mitrailler sous tous les angles et essayer d'avoir tous les moments possibles. Est-ce que peut-être c'est plus simple d'avoir une séquence en fait, parce que finalement, ce que moi je fais en 50 photos, toi tu vas le faire sur une séquence. Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis j'ai toujours. Même si on va en parler peut-être un peu après, je me considère pas comme un grand storyteller, mais j'ai toujours une idée de ce qui va me servir à raconter mon histoire. D'accord. En fait, et d'imaginer, tu vois, j'allais dire ma scène, mais justement d'imaginer comme si, enfin la situation comme si c'était une scène, comme si j'étais dans un film en fait. Donc tu es en train de construire ton film en même temps que tu le fais. C'est un petit peu ça. Même si j'ai aucune idée au final de comment je vais aborder la chose, mais je sais de quel moment, quelle situation, de quelle façon il faut le filmer pour pouvoir raconter mon histoire. D'accord, mais en tout cas, tu es attentif en permanence à ce qui se passe autour de toi. Ça, ouais, après, je te cache pas que sur des moments, parce que c'est ce qui surprend les gens qui m'accompagnent souvent, que j'ai des moments où je fous rien en fait, parce que j'ai besoin dans tout ce que je fais, je le fais en excès en fait. J'ai besoin soit d'être vraiment, par exemple, tu vois, sur la partie dance floor, je peux rester une demi-heure à tout regarder, tout analyser, à aller chercher les moindres détails, un mouvement de pied, un mouvement de robe,
tu vois, d'être vraiment très très focus, et d'autres moments comme les préparatifs, où à partir du moment où j'ai ce qu'il me faut, et ben j'ai besoin de mettre en retrait, de me poser et de me reposer, de reposer mon esprit en fait. Mais t'as pas ce besoin en fait de surblinder en fait ton truc où ça c'est un truc que j'ai corrigé récemment, mais que j'ai eu beaucoup de mal à corriger. C'est ce côté où j'oublie presque ce que j'ai fait avant et je le refais par peur de l'avoir oublié. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront là-dedans, où en fait, tu es dans tes préparatifs, par exemple, puisqu'on parlait des préparatifs, et tu as une séquence de coiffure avec le gel, tu mets ton flash, tu fais ta photo, tu t'en fais plein, tu tournes autour de la mariée, et 10 minutes après, elle est nouveau avec le gel, et avec le spray, et tu refais les mêmes photos que tu viens de faire, parce que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose si tu l'as pas fait. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais j'ai pas ça. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Je l'ai eu peut-être à un moment donné, mais... tu as pris confiance. Ouais, je pense que j'ai pris confiance, et puis c'est tellement clair dans ma tête sur ce dont j'ai besoin que j'insiste pas. T'as une liste Par contre, je suis là parce que non, c'est dans ma tête. Non, j'ai pas de shot list ou de choses comme ça. Mais voilà. Mais après, je reste là parce que par contre, je sais qu'il peut se passer l'imprévu, quoi. Il peut, tu sais pas, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la pièce. Ouais, donc tu te reposes, mais t'es pas le nez dans ton téléphone à attendre. J'ai le nez dans mon téléphone, très sincèrement, mais avec un œil toujours. Je mets toujours mon cerveau en pilote automatique, on va dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une genre de veille, mais j'ai besoin de faire des pauses comme ça régulières, de reposer mon esprit. Et comme je n'arrive pas à rester sans rien faire, il faut que je fasse autre chose, quoi. Donc forcément, oui, je prends mon téléphone, ou alors je regarde mes rushs, ou je prends mon boîtier, je regarde des réglages, je trifouille un petit peu, ou voilà. Mais c'est un peu comme, tu vois, donc moi, j'ai fait longtemps du rugby, et c'est, tu vois, un match, t'as des moments forts, des temps forts et des temps faibles. Ouais. Et si tu veux réussir tes temps forts, il faut réussir tes temps faibles. C'est la même chose. Tu peux pas être à 100% tout le temps, constamment. Donc, tu parles de reprendre ton souffle, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais que peut-être qu'il y en a... Enfin, je dis pas que c'est la solution. Il y en a peut-être qui... Voilà, c'est leur façon de faire. Et c'est tout à fait honorable. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce tempo. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais durer. Et moi, le dance floor, c'est très important. Donc, il faut que je sois encore frais sur le dance floor. Et des fois, le dance floor, ça peut commencer à 1h30, 2h du matin, quoi. Ouais, malheureusement, ça arrive des fois. C'est marrant parce que tu parles de reprendre son souffle. Moi, je le vois un tout petit peu différemment de toi depuis que j'ai discuté avec Olivier Labon-Mattei. Je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais je vous engage tous à aller réécouter cet épisode-là parce qu'il était assez exceptionnel. Olivier Labon-Mattei, je lui parlais de ses photos de paysages parce que donc il fait des reportages. Et il insère au milieu de choses très intenses des paysages assez vastes. Il me disait en fait c'est une respiration, c'est une manière de reprendre son souffle. Moi je vois reprendre son souffle comme ça en fait, c'est-à-dire je reprends mon souffle en m'éloignant de mon sujet finalement. C'est une manière différente de le faire. Mais c'est pareil, en fait, moi, c'est les moments où je m'éloigne, mais je continue à faire des photos et des images. Mais c'est là que je reprends mon souffle. C'est-à-dire, je ne suis plus dans le rush permanent de la proximité avec les gens. Ah ouais, je vois bien. C'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose. Tu fais pas forcément l'image de loin, quoi. C'est prendre du recul, en fait. Ouais. Prendre du recul, et moi je sais que je peux pas travailler le nez dans le guidon constamment, en fait, tu vois. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'analyser. Alors c'est vrai que souvent on a l'impression que je fous rien, mais il y a une part de vérité, mais je sais que c'est bénéfique, quoi. Je sais que c'est bénéfique. Mais par contre après il y a des moments où tu vois je suis vraiment un moment, tu vois, par exemple pour un vidéaste, une cérémonie, c'est du non-stop entre la préparation et remballer le matériel pour passer à l'étape suivante. On est sur du 1h30, 2h où il faut être ultra focus. Ouais. Ultra focus. Donc tu choisis en fait où tu vas assigner l'essentiel de ton énergie, quoi. C'est la cérémonie, le dance floor, c'est là où c'est vraiment important. Et tout le reste, tu peux aller un peu plus lentement en fait sur la partie cocktail où il va rien se passer, où tu vas juste avoir un peu de déco, éventuellement 2-3 interactions. Mais c'est vrai que sur un cocktail, en 30 minutes, tu as fait le tour en fait. Si un cocktail de 100 personnes, 30 minutes à 1 heure, tu as fait le tour d'absolument tout le monde et tu n'as plus grand chose de plus à faire en fait. C'est ça. Puis il y a autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que en vidéo, je vais pas chercher à être exhaustif. Parce que pour moi, il y a le photographe qui va avoir beaucoup plus d'exhaustivité dans son travail. Ouais.
Et moi, je vais me concentrer sur l'action, justement. Donc, dans mes films, il va pas y avoir un portrait de tout le monde, ouais. tu vois. Tu rends quoi d'ailleurs? C'est quoi ce que tu rends au final? C'est un ou deux films plus ou moins longs? C'est quoi en volume? Dans ma formule de base, il y a le film court. À l'époque, j'appelais ça un teaser. Beaucoup de mes collègues appelaient ça un teaser. Mais moi, j'appelle ça un film court parce que c'est vraiment ce pourquoi mes mariés vont m'engager. Donc, c'est pas quelque chose qui va présenter un film qui serait derrière. Non, c'est vraiment un film court. Enfin, je vais pas dire un court-métrage non plus, mais voilà, ce format qui va faire 4-6 minutes. Et après, en option, je vais livrer un film long où il va y avoir beaucoup plus de contenu en termes de discours, de cérémonie. Voilà. Ça dure combien de temps? Voilà, mais long, ça dépend. Ils vont durer, on va dire, 20-25 minutes. Mais des fois, la plupart du temps, quand il y a une cérémonie laïque, je leur fais cadeau du montage de la cérémonie laïque en entier. Comme ça, ils ont tout, quoi. Donc, tu arrives quand même à sortir toute la cérémonie d'un seul tenant Oui, parce qu'en fait, même si c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, je trouve que c'est le service minimum pour un vidéaste de capter l'intégralité d'une cérémonie. Les discours, en fait, les interactions, ce que les gens ont dit. Ça, c'est assez important aussi. C'est vrai que ça demande une certaine organisation, j'imagine, parce qu'il y a des caméras qui doivent être en fixe. Ouais, c'est ça. Il y a un plan fixe et des micros. Voilà, on va dire, je double ou je triple mes enregistrements sonores pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Et je fais minimum un plan fixe, plus moi en mobile. Puis des fois, ça peut m'arriver de faire un troisième plan. C'est ton exhaustivité à toi, en fait. C'est ça. C'est le photographe, il doit être exhaustif sur les gens qui sont présents. Toi, tu dois être exhaustif sur cette partie-là de la journée. Parce que ça, le photographe, il peut pas restituer un discours, quoi. Ouais. Il va restituer l'émotion que le discours il va provoquer, mais il va pas le contenu. Il va pas le capturer, il va pas capturer le contenu. Ou alors, il faut qu'il photographie la feuille. Ouais, c'est ça, discours, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. On atteint vite des limites. Tu mentionnais tout à l'heure le storytelling. Et je crois que c'est une discussion, qu'on a déjà eu une fois sur Clubhouse, toi et moi. Ouais. En tant que photographe, on peut facilement, on peut le faire. On peut se reposer sur des images individuelles sans trop s'inquiéter finalement du storytelling, même si c'est pas quelque chose que je recommanderais de faire forcément, parce que je pense que c'est une évolution qu'il faut avoir. Ça passe en tout cas dans la plupart des cas, dans une grande partie des cas. Toi, je pense que ce que tu rends en dépend. Et quand je l'ai abordé, quand j'ai créé cette question, quand j'ai pensé à cette question, j'avais l'impression que ça complexifiait un petit peu la chose. Et un jour, on avait eu cette discussion, toi et moi, où tu disais que toi, tu avais l'impression que ça te simplifiait la vie par rapport à la photo, d'avoir du storytelling à faire. Ouais, parce que, en fait, ce que je trouve complexe, moi, en photo, c'est que une photo doit raconter une histoire quelque part. Et ça, je trouve ça très, très difficile. Très, très difficile. Enfin, quand je dis doit, c'est pas obligatoire. Il peut y avoir juste, une émotion dans une photo. Mais il faut qu'elle se suffise à elle-même. Voilà. Mais quand vraiment on se dit, je veux raconter une histoire en photo, sur une seule photo, waouh, chapeau, quoi. Chapeau. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment complexe. Alors qu'en vidéo, finalement, nous, on a... moi, je vais avoir entre 4 et 6 minutes pour la raconter, l'histoire. Alors forcément, ça va englober toute une journée. Mais je vais me reposer là-dessus, quoi. Je vais me reposer là-dessus. Je vais me dire, si ce plan... il raconte pas grand-chose, il raconte une infime partie de l'histoire, ça va me suffire. Et c'est aussi un petit peu ce qu'il faut faire, puisque faut pas oublier que dans mes images, dans mes films, un plan, il va durer entre 1, voire moins, mais 1 et 3, 4 secondes. Alors qu'une photo, on peut prendre 10, 15, 1 minute à la regarder et à la lire. Ouais. Donc, c'est ça qui va, pour moi, la différence fondamentale entre la photo et la vidéo, c'est ici. Et donc, tu vois, par exemple, pour moi, un style qui est quasi impossible à faire en vidéo sur ce format 4-6 minutes sur du mariage, c'est le fearless. Tu peux pas avoir des plans avec des plans avec plusieurs premier plan, deuxième plan, l'arrière-plan, avec des lectures archi-construits. Voilà, qui sont très très c'est très complexe parce qu'il te faudrait au moins 10-15 secondes pour réussir à le lire. Après, ça peut être faisable et rien n'est impossible. Mais est-ce que c'est souhaitable ? Mais voilà, quoi. Parce qu'un plan d'une seconde qui te prendrait 15 secondes à déchiffrer, est-ce que tu vas vraiment apporter quelque chose à l'histoire ? C'est en ça que tu dis que ça simplifie, en fait.
Oui, parce que du coup, je vais chercher des choses beaucoup plus épurées. Parce que tes plans sont quand même super propres. Faut aussi être honnête. Enfin, tes plans, il n'y a jamais une tête qui dépasse, il n'y a jamais un bras qui dépasse d'une tête, il n'y a jamais ces choses-là. J'essaye. Alors après, nous, la difficulté aussi qu'on a, c'est le format. Parce que dans un format étroit, du 2,35/1 ou du 16/9, où donc il faut faire attention de justement pas couper les mains, pas couper les têtes. Alors après, il faut que ça soit une règle générale, enfin une règle, mais faut pas que ça devienne une obsession, parce que quand on s'amuse à regarder le ciné, il y a des mains coupées chez Tarantino ou chez Kubrick, et des horizons penchés chez Terrence Malick. On trouve plus souvent des horizons penchés que des horizons droits chez lui. Ce qui donne le caractère, c'est aussi les défauts. Exactement. Mais voilà, faut faire attention au cadre et du coup à la focale qui est utilisée. Par exemple, au début, tu vois, j'ai fait du mimétisme des photographes en utilisant beaucoup du 35 mm. Ouais. Et puis je me rends compte qu'avec avec mon format, ça allait pas, parce que je taillais trop dans mon image et qu'il fallait une focale beaucoup plus large, quoi, tu vois. C'est-à-dire que déjà, comme de base, t'enlèves le haut et le bas de l'image, finalement, ça équivaut à un 35 mm, c'est juste un peu plus large, quoi. Ouais, voilà. Donc, que ça déjà. Donc soit il faut se reculer, mais bon, des fois on est dans des environnements qui sont quand même super étroits, ou soit il faut changer de focale. Donc t'as changé de focale. Donc j'ai changé de focale. Là, actuellement sur ma focale large, c'est un 15 mm qui, avec un petit crop factor selon le mode avec lequel je tourne, va me donner l'équivalent de, je sais pas, peut-être quelque chose entre 20 et 25 mm, quoi. Et du coup je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. Tes caméras, c'est quoi? C'est des. Moi, je suis sur Lumix. Donc, j'ai le S1H en cam A, et en cam B, j'ai le S5. Donc, c'est le micro 4/3, c'est ça? Non, c'est du plein format. C'est plein format, quand même. Jusqu'à ces boîtiers, j'étais sur du micro 4/3 sur la série GH4 et GH5. Mais là, depuis, je suis passé. Ok, t'as évolué sur ça. Si on continue sur les choses en fait qu'on pourrait apprendre de toi, je pense, où on pourrait apprendre des choses de la vidéo vers la photo, parce que c'est quelque chose que souvent nous on ignore, et que dans mon esprit, en tout cas dans ma perception de ce que j'ai vu de ton travail, ça a l'air plus important chez toi. C'est ce qu'on appelle les prompts. Alors on cherchait, quand on préparait l'enregistrement, le terme exact en français, et on n'arrivait pas à le retrouver. Mais c'est ces instructions en fait pour faire poser tes sujets, donc dans ton cas t'es marié, et leur dire ce qu'ils vont faire pour donner de la vie à l'image. Moi je connais, pareil que pour les storytelling, je connais des photographes qui, j'allais dire sans souci pas, qui évitent d'y penser, je pense plus. Et dans ton cas, ça me semblerait presque suicidaire de partir sans instruction au couple. En tout cas, dans certaines vidéos, il y a des choses, je vois pas comment ils pourraient faire ça spontanément. Comment tu approches ça? Alors, je vais te donner mon approche. Après, tu me diras si tu as des exemples très précis. Alors, justement, je dirige très peu. Pour le coup, tu vois, c'est paradoxal avec ce que tu imagines. Mais je pense que ça vient d'un travail en amont, en fait. Ça vient un peu du type de marié que je vais avoir. Comment eux, ils vont être entre eux. Et ça va dépendre dans quelles conditions tu les mets. Moi, j'aime beaucoup travailler à la Golden Hour. J'aime beaucoup travailler, comme je te dis, dans la nature. J'aime bien mettre mes mariés dans l'eau. Et quand tu les mets dans des environnements qui sont comme ça, qui sont beaux, il se passe un truc. Je trouve qu'il y a la magie, elle opère. Et moi, je pars du principe que si tu mets un couple qui s'aime de façon intense, passionnelle, si tu les mets l'un dans les bras de l'autre dans un environnement comme ça, il va se passer des choses. C'est un peu ma philosophie, ma théorie. Et même si le mot est un peu galvaudé, j'aime bien essayer d'avoir une quête d'authenticité, où j'aime bien aller choper des vrais moments. Alors après, ça veut pas dire que de temps en temps, j'interviens pas. Mais en début de séance, moi, la seule chose que je fais, c'est que je leur dis, voilà, vous prenez les bras l'un dans l'autre. Moi, je m'en vais un peu, je commence à faire mes réglages, tout ça. Je leur dis, voilà, en fait, bon, c'est pas spécialement vrai, mes réglages sont faits. J'essaie juste de les laisser un peu entre eux. Je pars, je les observe, je regarde un petit peu comment ils sont. Et si je vois que d'entrée, ils sont connectés, je me dis, je vais essayer de pas trop intervenir, parce que de toute façon, la connexion, ils l'ont déjà. Ouais. Donc ça sert à rien.
Parce que je trouve que si tu commences d'entrer en les briefant trop, ils vont se poser trop de questions. Voilà. Après, voilà, ça marche pas tout le temps. Hein, je vais être honnête, hein, ça marche peut-être une fois sur deux. Et puis après, il faut les aider, il faut les accompagner et justement essayer de créer un petit peu les interactions. Mais ce qui est important pour moi en vidéo, c'est surtout ne jamais les faire poser, quoi. Je peux pas leur dire mets ta main comme ça, oui, parce qu'ils bougent plus en fait. Et voilà, ils bougent plus. Ouais. Donc voilà, ça va être juste des petits jeux, des choses simples. Hein. C'est lié à ta personnalité, tu penses aussi? C'est le fait d'arriver à les mettre à l'aise en amont? Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est important. Alors c'est pour ça aussi que je donne beaucoup de moi sur les réseaux, enfin beaucoup de mon avatar du coup sur les réseaux sociaux pour qu'ils aient l'impression en fait quand ils me voient en vrai de me connaître. Se lâcher quoi. Ouais, voilà, de me connaître un minimum quoi, comme s'ils m'avaient déjà vu plus ou moins quoi. D'accord. Donc voilà. Quelque part en fait c'est une autorisation à se comporter comme tu attends qu'ils se comportent, en fait, tu leur valides cette autorisation de s'amuser finalement. C'est un peu ça. D'accord. Mais voilà, je reviens vraiment au moment aussi, tu vois, donc la Golden Hour, j'aime bien déjà parce que j'aime bien le rendu, même si je suis loin d'être le seul et puis, mais voilà, ça fait partie intégrante de mon style. Mais j'ai remarqué qu'en fait, les gens quand ils promènent, même quand ils voyagent, quand ils promènent dans la nature, si ce sont pas des amoureux de l'image, ils sont rarement dans les beaux endroits à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est le moment où finalement quand tu pars, moi le premier, hein, quand je pars avec ma femme et mon gosse promener, on y va soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, et puis le soir tu rentres à la maison, quoi. Et donc finalement les couchers de soleil, cette belle lumière, ils la voient pas souvent. Donc quand tu les mets dans un bel endroit avec cette belle lumière. En plus, c'est souvent en mariage, après le vin d'honneur, où ils ont bu quelques coupes de champagne, ils sont bien, quoi. Ils sont bien, c'est leur moment à eux. La lumière, elle les enveloppe, il y a quelque chose, voilà, il y a une magie qui opère. Voilà. C'est de la stratégie quelque part. Voilà, en fait. c'est un petit peu ça. D'accord. Oui, c'est vrai que tu disais ça. Moi, je vois tout à fait les quelques fois où mes couples ont voulu choisir l'endroit où on allait faire leur photo de couple et où tu arrives à un endroit, tu as envie de te flinguer parce que ils n'ont pas conscience de ce qu'ils te demandent de faire en fait. Où tu arrives, tu as des poubelles en arrière-plan et des choses dégueulasses et débrouille-toi avec ça. Et c'est là que toi, tu dois prendre en fait tes responsabilités et les amener au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y en a qui sont plutôt bons là-dessus. Tu vois, peut-être qu'après, justement, on parlera d'Alison. Je sais qu'Alison, elle peut se retrouver dans un placard à balai. Elle arrivera à trouver des trucs saugrenus, des angles, des perspectives, des lignes en milieu urbain ou peu importe. Tu vois, elle va réussir à... Mais elle est très débrouille aussi là-dessus. Ouais, elle va réussir, tu vois, à tirer profit de ça. Mais alors que moi, non, je vais être plutôt paumé dans ce genre d'environnement et aussi dans un contexte où la lumière ne me correspond pas. Ouais. Et là, je vais me sentir un peu démuni. Tu vois, si j'ai une lumière plate, alors au début, voilà, comme tout le monde, quand j'ai commencé, quand c'était nuageux, je me dis c'est bien, il n'y a pas les ombres sous les yeux, c'est facile, la lumière elle bouge pas, tout ça, c'est génial. Mais en fait non, il se passe rien, t'arrives pas à jouer avec la lumière. C'est amusant parce que le jour en fait où tu commences à photographier avec la lumière, tu deviens paumé totalement le jour où tu as une lumière plate. C'est ça. Moi en ce moment je suis là-dedans pareil et je suis complètement perdu dès qu'il fait gris, ce qui est cette année est quand même très con parce qu'on a quand même eu une météo de merde à peu près tout l'été quoi. Mais c'est vrai que dès que tu n'as plus de soleil en fait tu te retrouves un peu démuni, tu as l'impression de faire que des machins qui n'ont aucune profondeur en fait. C'est assez dingue. Ouais. Donc voilà, donc si tu veux c'est plus voilà, j'ai pas de grandes stratégies à donner, mais plus voilà, bien conditionner, bien travailler la lumière et puis aussi à avoir les bons clients hein, tout simplement. Je pense qu'on en parlera après. Mais je pense que c'est ça aussi. Quand tu te trompes de client, c'est vrai que ça peut être très très dur derrière de rattraper. Quand toi tu es un peu délire et que tu as des mecs complètement coincés en face de toi ou inversement, quand toi tu es un petit peu coincé et que tu as des gens qui partent dans tous les sens devant toi, c'est peut-être le déséquilibre qui fait que c'est compliqué de faire des photos comme ça à ce moment-là. On va parler musique aussi parce que c'est aujourd'hui, alors ça paraît bizarre de parler musique en fait quand on parle de photos. Mais les avancées techniques font qu'aujourd'hui, ça devient très facile de faire des diaporamas et ça va devenir, je pense, dans les 2 ans qui viennent, pratiquement une attente des clients, en fait, parce que tout le monde en fait aujourd'hui. C'est beaucoup simplifié. Par contre, faire bien un diaporama,
Je trouve ça plus compliqué, c'est-à-dire que c'est... alors quand tu pars sur le storytelling, justement, comme on en parlait, c'est relativement simple quand tu es à l'aise avec ça, de créer une histoire avec tes images. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand tu n'as pas cette habitude-là, de trouver par exemple une musique qui correspond. Parce que bon, tu vas sur PicTime, les musiques qu'ils ont choisies, qui sont disponibles par défaut, sont assez standards, assez bateaux et finalement n'ont pas un grand intérêt. Toi, tu as un vrai talent par rapport à ces choix de musique et par rapport au rythme que tu donnes à tes vidéos. Ça se voit sur la vidéo de présentation de ton site. J'étais scotché quand je suis tombé dessus. J'avais adoré, alors on parlait d'Alison tout à l'heure, donc Alison Boons qui a fait une formation en décembre ou janvier de cette année et dont a réalisé le film où la musique était, mais tu ne pouvais pas tomber plus pile sur une musique pour elle que cette musique-là. Déjà, comment est-ce que tu trouves ces musiques-là ? Alors là, pour le coup, c'est même un remix, parce qu'en fait, j'ai pris l'instrumental d'une chanson et les paroles d'une autre. Ouais. Ah, donc tu as carrément recréé, tu as fait le DJ. Ouais, j'ai fait le DJ. Bon, à l'arrache, comme... j'ai un côté très à l'arrache. Ouais, je sais que ça s'entend pas forcément. Je pense qu'un vrai DJ, un ingé son, D'ailleurs, juste avant d'oublier, parce qu'on parle de la vidéo d'Alison, il y a des références ultra discrètes et ultra pointues, genre à Street Fighter, il y a des jeux vidéo, il y a des trucs comme ça, moi qui m'ont tué quand j'ai vu cette vidéo, c'était vraiment une vraie claque, quoi. Bah, Alice est une geek, alors je sais qu'elle aime bien tout ce côté visuel des années 90, donc voilà, j'avais envie de tu y as été à fond, quoi. Ouais, des petits clins d'œil. Et puis voilà, tu vois, pour la musique, c'est tout simple. Je crois que j'ai tapé Bounce ou Making Bounce, et il y avait une chanson qui s'appelait Making Bounce. Donc bon, je me suis dit, ça t'est tombé dessus, côté. Ouais. Après, je crois que l'instru me plaisait pas, ou je me suis dit bon, j'ai trouvé autre chose. Je me suis dit on va voir si c'est la même tonalité et si ça match. Et puis j'ai vu que ça matchait, et voilà, j'ai fait un petit remix, et voilà, j'ai gardé quelques paroles de la chanson initiale, et puis j'ai envoyé ça, et puis voilà, il y a eu quelques petits clins d'œil aussi à des private jokes, à des petits trucs rigolos qui se sont passés pendant le. Mais quand on regarde les détails, c'est vraiment cette vidéo, il y a des petites choses qui sont hyper subtiles, mais qui donnent beaucoup de force en fait à la vidéo. Mais j'aime bien ce côté. Ce côté un peu petit détail à comprendre, mais que personne ne comprend en fait, que soit je suis sûr que ça s'appelle un easter egg en anglais. Ouais, c'est ça, voilà, je cherchais exactement ce terme là, et je suis sûr que dans mes films, même dans les films de mariage, il y a des choses que les mariés captent pas, et je me dis, je rêverais qui le captent genre dans 10-20 ans. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est des choses à force de regarder qui vont repérer très longtemps après et qui peuvent potentiellement te rappeler en disant mais c'est quoi ce machin que tu as inséré à cet endroit-là précisément. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, j'ai une idée, j'ai un exemple très précis d'un film. Donc le film c'est Legends. Donc c'est le premier film que j'ai fait sous l'entité Calen Film, et qui a vraiment posé les bases de mon style. Même si au final il y a des codes, il y a des codes de mon style qui n'y sont pas du tout, mais qui est quand même assez représentatif. Et donc c'est Legends, c'est Claire et Amaury. Et bon, pour essayer de la faire courte, ils ont une histoire, ce couple avec la lune, dans le sens où la demande en mariage s'est faite un soir de pleine lune. En haut d'un des volcans de l'Italie, je confonds tout le temps les deux, je sais plus comment ça s'appelle, l'Etna et le Vésuve, c'est ça, un des deux. Et il lui a offert la bague de fiançailles qui était une pierre de lune. Et ils se sont mariés un soir de pleine lune. Et donc dans le film, le premier plan, c'est un gros plan sur la bague de fiançailles, et le dernier plan, c'est un plan de la lune. Donc tu vois, ce genre de petits détails que j'aime bien, et je sais pas s'ils l'ont capté, ça, tu vois, le premier plan. T'as pas inséré un loup-garou en passant ? J'aurais pu. Non, enfin, comme au Cher directement. Ça aurait été drôle. Et donc voilà, tu vois, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont capté, mais je me dis, j'espère qu'ils l'ont pas capté et qu'ils le capteront un jour, dans quelques années, quoi. D'accord, c'est les petits détails. Pour en revenir à la musique, c'est quoi justement ton conseil pour choisir la bonne musique dans la bonne situation ? Parce que pour moi c'est un des trucs les plus durs en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je passe plus de temps à chercher à trouver une musique
jusqu'à faire la sélection des photos. Ouais. Alors pour moi, quand t'es vidéaste ou que tu es photographe et que tu veux faire un diapo, c'est le plus important en fait. Le choix de la musique, surtout sur des formats courts comme ça. Voilà. Ça me rappelle un truc. Une fois, j'avais fait une vidéo et j'avais eu un problème de captation du son. En fait, c'était sur un salon, on captait des conférences en live et le premier mec qui est passé en fait à dérégler mon micro et à monter le gain. Donc, tu sais ce que ça fait, hein, ça coupe sans arrêt. Et j'avais appris à cette occasion qu'en fait, une bonne image et un mauvais son, c'était beaucoup moins bien qu'une mauvaise image et un bon son. Carrément. ça change tout. Ouais. Et c'est ce que tu es en train de dire. En fait. Mais c'est sûr. Et donc, le premier conseil que j'ai à donner, c'est déjà, c'est encore une fois, c'est toujours la même chose. Il faut regarder beaucoup de films, il faut regarder beaucoup de séries. Et dès qu'il y a un truc qui te dit, tiens, c'est pas mal, un petit coup de Shazam, et tu le mets dans une playlist. Et après, il y a des outils qui sont aussi géniaux, même si on commence à tourner en rang, mais les Music Bed, ou voilà, c'est des plateformes de musique que tu peux acheter, que tu peux utiliser, qui sont vraiment dédiés à ça. Et voilà, faut être en alerte, quoi. Faut être en alerte. Et ensuite, moi, dans ma façon de faire, une fois que j'ai mes images, que j'ai fini mon tournage, je dérush avec une musique où je me dis, tiens, ces musiques-là, je pense que voilà, dans le style, ça peut être sympa. D'accord. Donc tu te mets dans l'ambiance, en fait. Je me mets dans l'ambiance. Soit je fais ça, ou soit si j'ai vraiment pas encore d'idée, ou je me mets quelque chose qui bourrine. Parce que ça va m'aider à aller plus vite dans mon dérush. Mais j'aime quand même essayer de me dire, voilà, peut-être voilà, ce style de musique, ça peut le faire. Et après, je vais chercher justement dans mes playlists, que ce soit sur les plateformes ou sur mes playlists perso, ce qui pourrait coller. Et à la fin, quand j'ai fini mon dérush, quand j'ai toutes mes images, je me dis, voilà, quel angle je veux trouver, qu'est-ce que je veux raconter comme histoire, sur quelle énergie je veux apporter. Et mon film, il commence un peu à se construire dans mon esprit. Et là, il me faut la musique. Et à partir du moment où je trouve là où les musiques, parce que des fois, je veux des choses qui peuvent être différentes et paradoxales. Hein. Des fois, je veux donner. Il y a un mariage où sur la journée, ça a été. Il y a un côté un peu drama, solennel, un peu posé, un peu épique justement, et un dance floor ou un brunch du lendemain avec une pool party complètement déjantée. Soit il faut trouver une musique qui évoque tout ça, et là c'est compliqué, ou soit tu en trouves deux. Donc voilà, je fais ce choix, et puis ensuite, une fois que je pense avoir trouvé la bonne musique, je la mets sur ma timeline, hein, sur mon logiciel de montage, je la regarde, donc je regarde le long de ma piste, et ça va me donner le rythme en fait. C'est là où je vais voir les moments forts, les redescentes, et je vais pas hésiter à la remixer. De toute façon, remixer c'est un grand mot là pour le coup. C'est des boucles hein, en fait. Il suffit de couper les mesures, d'en rajouter, les moments calmes de les doubler ou d'en squeezer s'il y en a trop. Et à partir du moment où j'ai mon cadre, mon film dans ma tête il est fait et j'ai juste à recracher quelque part sur ma timeline. C'est comme ça qu'on rythme en fait. Ouais. Et après faut faire les cuts, donc les coupures. Ce qui est important, c'est bien les mettre sur les tempos. Souvent, on voit justement, surtout sur les diapos, où forcément les photographes ont moins l'habitude du montage que les vidéastes, où c'est pas calé sur le son, et ça le fait pas du tout. T'as un autre truc aussi que moi j'ai beaucoup de mal à gérer, c'est des fois t'as un tempo double. Tu sais, t'as poum, 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 et en fait, tu peux sauter de l'un à l'autre sans le faire exprès. Ouais, tu peux. Franchement, tu peux. C'est pas très gênant. Ce qui est gênant, c'est justement d'être à l'ouest, tu vois. Mais tu peux justement gérer sur les contretemps parce que ça te permet de faire justement de faire autre chose en fait. Ouais. En fait ça te permet de casser aussi un peu le rythme. Il faut le faire intentionnellement par contre. Exactement. Parce que des fois tu le fais, t'es dans ton truc et puis tu montes sur un temps et après tu montes sur le contre-temps, tu l'as pas fait exprès, ça t'a totalement décalé ton film. Et ça par contre c'est un peu compliqué à rattraper après coup. C'est ça. C'est ça, voilà. Mais c'est intéressant. Il faut être vigilant à la musique, écouter ce qui se passe. Des fois, surtout sur les musiques. Sur les musiques électro, quand des fois il y a des petits sons qui sont rajoutés, il y a des choses sur lesquelles tu peux t'amuser. Et puis après, rajouter un peu voilà, de sound design, comme on dit, d'habillage sonore ou accentuer certaines choses quand il y a certaines transitions. Ou pas hésiter à rajouter ce qu'on appelle des whoosh ou des noms, des onomatopées en fait. D'accord. Et ça va donner un peu plus de corps à la musique. Et
Et voilà, une fois que appuyer tu as ton fait ça, image. Parce que le son, en fait, est hyper important dans la vidéo. Ouais. Après, le sound design, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout négliger. En fait, une fois que, bon, c'est à peu près la dernière étape que je fais dans mon film. Une fois que j'ai ma colorimétrie qui est faite, donc le son, bon, ça a été fait, mon remix a été fait avant. Donc je l'habille un peu, je renforce un peu la musique. Et puis après, je me dis, voilà, en termes de sound design, qu'est-ce que je vois à l'image qui peut faire du bruit, qui peut avoir un son particulier, et j'essaie de le rajouter ou pas, ou de prendre justement le parti pris de faire une intro sans sound design, et il va arriver après, et justement ça va le renforcer. On n'a pas encore parlé des gifs. Ouais. Ouais. T'es un grand fan des gifs. Ouais, j'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment le moyen de communication qui manquait aux réseaux sociaux il y a quelques temps, quoi. Tu vois, les émoticônes, ça suffisait pas. C'est le mélange entre la photo et la vidéo. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que je trouve ça super sympa de communiquer. Alors je l'utilise plus pour la com perso, pour le coup, que ça m'arrive d'en faire pour les mariés, mais comme j'ai la vidéo, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'étais vraiment un pur photographe à faire essentiellement de la photo, je pense que je rendrais à chaque mariage une 50aine de gifs, je pense. Ouais. Moi, je me surprends à les préparer. Par contre, je les rends pas toujours parce que c'est long à faire. Ouais. Et que cette année, j'ai réappris à gérer le workflow. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui venait. J'ai complètement oublié que derrière, il fallait traiter les albums et les rendre. Et donc, je me suis retrouvé avec 4 mariages de retard dès le départ. Et donc, en fait, tous ces trucs-là sont un peu passés au second plan et je les rajouterai après coup. Mais c'est vrai que les gifs, c'est assez magique. Enfin, c'est pareil, c'est ces nouvelles choses en fait qu'on ne pouvait pas faire à un moment et qui deviennent possibles aujourd'hui parce que tu as plus de place sur les cartes mémoire, tes appareils shootent beaucoup plus vite et beaucoup plus d'images. Et donc, en fait, quand tu as des gens qui viennent vers toi et qui sortent de la mairie, par exemple, ou de l'église, c'est beaucoup plus facile de faire une petite séquence de 50-100 images qu'avant, en fait. Et c'est bizarrement, il y a beaucoup de choses, je pense, à sortir de ça. On va parler d'une image en particulier. Enfin, on va parler d'une série d'images en particulier, mais je crois que tu l'as fait en photo et en vidéo, celle-là. C'est la série de photos des Peaky Blinders. Donc c'est pendant un mariage. C'est le marié et ses témoins, j'imagine. En tout cas, ses garçons d'honneur, qui sont dans une espèce d'ambiance Peaky Blinders qui est extrêmement bien retranscrite, parce qu'on se retrouve vraiment dedans. Quand tu vois l'image, tu n'as pas de doute sur l'inspiration et l'origine de ça. Moi, personnellement, si je dois monter quelque chose comme ça, je panique un petit peu parce que ce n'est pas ma nature d'aller organiser un shooting dans ce genre-là. Est-ce que toi, tu peux nous dire peut-être un petit peu dans quelles circonstances tu l'as réalisé, si c'est très dirigé ou au contraire, si c'est peut-être justement pas dirigé, tu leur dis juste on va faire les Peaky Blinders et ils se démerdent derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, pour le coup, c'est hyper dirigé, j'allais dire digéré. Non, c'est très dirigé et c'est vraiment une image que je suis vraiment allé chercher. Donc ça s'est passé au moment. Alors là, c'est un mariage, bon, pour le coup, où j'étais en photo et vidéo. Donc j'ai un tiers de mes mariages, pour expliquer un petit peu, j'ai un tiers de mes mariages par saison où je propose aussi la photo. Donc je suis associé avec mon frère et ma femme. Donc ils viennent m'accompagner quand je vends la prestation photo, ou s'ils sont pas dispo, j'embauche un de mes copains photographes pour qu'ils viennent travailler sous ma direction artistique, même si c'est un grand mot, je trouve, mais voilà. C'est pour être cohérent avec ton style à toi, en tout cas, que le rendu soit... Exactement. Donc là, ce jour-là, à la photo, sur ce mariage-là, c'était mon copain Alexandre Jambaz, qui est photographe et vidéaste également. Et donc, on se retrouve au moment de faire les photos un peu sympas avec les témoins. Et là, je me dis, bon, il faut vraiment qu'on aille chercher quelque chose vraiment, voilà, très, très, très marqué Peaky Blinders, très, très badass. C'est eux qui t'avaient dit ça, ou c'est toi qui sentais que ça correspondait ? En fait, eux, ils étaient partis d'un thème un peu... leur thème de départ, c'était thème londonien, shabby chic, ou je sais plus, quelque chose comme ça, je sais même pas ce que c'est. Et puis de fil en aiguille, ils se sont dit, on va jouer le rôle, le style british à fond. Puis après, ils se sont dit, on va faire peut-être un style Peaky Blinders. Et après, ils sont partis sur Peaky Blinders et tout le monde a joué le rôle sur les tenues, quoi. C'est vrai que tous les invités sont arrivés avec des costumes superbes, quoi. Vraiment chouette. Ça facilite les choses déjà de base. Voilà, c'est ça.
Donc c'est vrai que la matière première, elle était là, entre guillemets. C'est un peu grossier de dire matière première, mais voilà, je pense qu'on on comprend. Mais je me suis dit, il faut pas s'en contenter. Il faut vraiment qu'on ait que ça soit vraiment Peaky Blinders. Et moi déjà, là, c'est une série qui m'inspire beaucoup, dans le sens où ces ralentis qu'il y a dans la série, où ils marchent dans les ruelles, où il y a la fumée qui sort des usines, le brouillard, les flammes, enfin voilà, la dimension épique. Pour moi, c'est le western, le film de gangster. Enfin, on est en plein dedans, quoi. Donc c'est quelque chose, on va dire, c'est un code que je maîtrise vraiment, parce que c'est vraiment, c'est ce que j'adore, quoi, dans l'image. Et donc je me dis, bon, là c'est pas compliqué, il me faut des fumigènes. Et je savais qu'ils avaient des fumigènes, donc je vais voir, entre guillemets, le copain responsable des fumigènes. Et je dis, bon, là il faut sortir les fumis. Il me dit, ah non, mais on les a tous craqués déjà sur le trajet, il y en a plus. Et là, je me dis, ok, bon, je dis, écoute, c'est pas grave. Dans ma voiture, si tu veux, c'est le sac de Mary Poppins. Donc j'ai fumigène, j'ai des bougies scintillantes, j'ai plein de choses. T'as tout ce qu'il faut pour rendre tes trucs intéressants, quoi. Exactement. C'est marrant parce que ça m'avait jamais traversé l'esprit que tu pouvais avoir dans le coffre de ta voiture ce genre de choses, en fait. Pour pallier à ça, en fait. Pour pallier à ça et pour pallier à d'autres problématiques. Par exemple, des fois, les mariés vont prévoir une entrée dans la salle avec une haie d'honneur. Mais s'il n'y a rien, tu vois, dans la haie d'honneur, c'est beaucoup moins joli que s'il y a des bougies scintillantes, quoi. Donc, voilà, j'ai des bougies scintillantes. Et donc, voilà, donc j'avais les fumigènes, donc je pars vite avec lui pour aller chercher les fumis dans la voiture. Et quand je reviens, je lui dis, écoute, tu vas me chercher tous les bandits, toutes les mauvaises têtes de l'équipe, là, tous les gangsters, tu vas me les chercher, tu me les motives bien comme il faut, d'accord? Et tu me les ramènes. Et donc là, ils reviennent. Il y en avait un, hop, je voyais qu'il avait un petit cigare. Je dis, attends, les cigares, là, ils sont où? Je dis, allez, hop, on sort tous les cigares, les gars. Vous m'éclatez les cigares, là. Et puis voilà, là, je leur dis, voilà, maintenant, les gars, je veux vraiment une pause, voilà, une démarche vraiment, vraiment badass. Vous êtes vraiment des gangsters. Là, vous partez, vous allez voilà, au casse-pipe avec l'autre gang. On n'est pas un mariage. Vous êtes des méchants. Et puis, les types, ils étaient à fond et ils ont joué le jeu. Et voilà, feu. Après, voilà, on les a fait marcher deux fois. Et les deux prises étaient bonnes. Et je gardais la meilleure des deux, que ce soit en photo comme en vidéo. Ils avaient l'attitude. Voilà, tout était cool. Les fumigènes, il y avait juste, voilà, ce qu'il fallait faire surtout, c'était pas leur laisser les fumigènes à la main, parce que sinon, pour le coup, c'était totalement anachronique. Voilà, ça faisait pas. Donc il y a juste ce qu'il faut de fumer en arrière-plan pour mettre l'ambiance. Et par contre, après, une fois qu'on avait fait ça, pour retourner quand même dans le cadre du mariage, je leur ai dit, allez, maintenant c'est ambiance stade de foot, voilà, foutez-moi le bordel. Et puis là, voilà, quand t'as une équipe comme ça, c'est pas. Faut le faire. Quand t'as une vraie bande de potes autour du marié, ça donne toujours des situations intéressantes, quoi qu'il arrive. Et puis après, il y a le traitement, où là, très clairement, si tu veux, le traitement, je suis allé me refaire des moments de l'épisode de la série pour vraiment aller voir la colorimétrie. Alors, c'est très urbain, Peaky Blinders, hein, c'est dans la vie, donc c'est sûr que on n'était pas tout à fait dans le même environnement, mais voilà, je me suis inspiré de la colo de la série, plus de la mienne. J'ai fait une fusion des deux et puis voilà, quoi. Et puis c'est bien passé. Ouais. Ah, c'est intéressant. Comme d'habitude, quand tu t'interroges et que tu intellectualises un petit peu trop quelque chose, tu as l'impression que c'est extrêmement compliqué, alors que finalement, ça c'est plutôt fait de manière assez... Même si tu as effectivement une main très lourde dans la préparation du truc, ça s'est quand même fait... Carrément. Ça s'est quand même fait de manière assez simple. Si on parle plutôt du côté business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? C'est le mariage. Le mariage, on va dire à 90% en ce moment. Et 80%. Et puis après, il doit rester 10% pour le workshop et formation, et 10% du tout venant, on va dire, où c'est principalement de l'entreprise. Mais je communique pas dessus. C'est juste, ça existe, mais c'est pas quelque chose que tu mets en avant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus à l'opportunité, en fait. Quand j'ai l'opportunité, de par mon réseau ou un peu de bouche à oreille, de faire certaines choses, des petits films corporate, des petites choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher. Il y a aucun vrai business plan. C'est vraiment de l'opportunité. Ouais, ça se présente, c'est tout. C'est ça. Ok. Tu parlais de la formation. Justement, on va en parler un petit peu. Tu diriges un workshop, c'est toi qui l'as créé, qui s'appelle le Kick-Ass. Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous en parler un petit peu plus? Ouais. Mais si tu veux, en fait, il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça faisait quelques années que je voulais je voulais faire des workshops, mais dédiés aux vidéastes, quoi. Parce que si tu veux, j'ai eu une révélation, on va dire, niveau business, niveau travail, quand j'ai fait The Route 1, donc qui est un workshop qui est organisé par Ambre de Zéphyr et Luna. Et je l'ai fait 3 ans d'affilée. Donc j'ai fait la première édition en tant que stagiaire, la deuxième en tant qu'encadrant et la troisième en tant qu'intervenant. Et je me suis dit, la suite logique, c'est de le créer, parce que de créer un workshop pour vidéastes. J'avais vraiment cette volonté. Voilà, il y avait plein de personnes que j'avais vraiment envie d'entendre. Et comme il n'y avait rien, je me suis dit, voilà, ça n'existe pas, donc il faut le faire. Et comme je ne suis pas anglo-saxon aussi, parce qu'il y en a plein, anglophone, je veux dire, je ne parle pas anglais, parce qu'il y en a plein à l'étranger. Hein. Il y en avait un qui m'intéressait, notamment aux États-Unis. Mais si tu ne comprends pas, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais pu comprendre, allez, on va dire 50% de ce dont il parlait. Donc je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc je me suis dit, je vais en lancer un en France, quoi. Donc tu as fait sur le modèle de The Roots? Oui, c'est ça. Donc très inspiré de The Roots. Alors sur le format, après on va dire sur l'aspect ambiance, communication, où voilà, il y a encore une vraie identité qui a été construite sur ce workshop, ne serait-ce que le titre, voilà, le Kick-Ass, parce que pour moi un workshop, c'est ça, c'est un coup de pied au cul qui va te booster, qui va te remettre en question. Et puis voilà, il y avait le côté badass qui me plaisait bien aussi dans l'intitulé. Et donc voilà, on a fait la première édition l'année dernière, en 2020, et c'était génial. Donc il y avait une super équipe. Il y avait donc Marion Nous dans les Bois, Claire et Stéphane. Il y avait Meryl de Gordon, Julien Zoli et moi. Donc ça, c'était sur la première édition. Et donc le tout géré et organisé aussi par ma conseil, donc Marie-Astrid, qui m'apporte son expérience pour la partie administrative et prise en charge. Et donc c'est la première édition qui a eu lieu dans le Var. Et la deuxième, elle aura lieu en Dordogne, donc fin novembre, du 15 au 18 novembre de cette année. Et là, on va avoir comme intervenant encore Claire et Stéphane. Alors, la première édition, il y avait que Steph qui parlait de la rentabilité. Et là, cette année, donc Steph va encore parler de rentabilité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. On ne peut pas passer à côté sur un workshop. Et Claire va parler de comment travailler, de comment bien travailler ensemble, de travailler en équipe. Après, on va avoir Pascal Delay, qu'on présente plus. Hein. C'est Pascal, il a créé le marché en France. Quelque part, le marché du vidéaste de mariage, on va dire qualitatif, quoi. Il y aura Pierre et Julie, qui est un duo de vidéastes incroyable, avec un style vraiment super marqué, voilà, que j'aime beaucoup, et qui vont justement nous parler du style. Et aussi The Richter. Donc cette année, j'avais envie d'ouvrir un petit peu à des intervenants étrangers. Et pour moi, voilà, le duo le plus badass du wedding game mondial, c'est vraiment The Richter, avec Paul et Monica. C'est le tout de la vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et ils sont vraiment, voilà, ils ont de suite accroché, ils ont de suite répondu de façon positive. Et donc j'ai hâte de les écouter. Et puis voilà, et moi aussi qui interviendrai en tant que speaker. Moi, donc, on est sur un podcast de photos, hein, plus que de vidéos, mais je t'ai invité en pensant qu'on avait certainement des choses à apprendre de la vidéo, comme de tout, en fait, à chaque fois. Mon grand dada, c'est que dans tous les domaines, tu as quelque chose à apprendre qui t'aidera à passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'un photographe a à apprendre au Kick-Ass ? Déjà, je pense que pour moi, un workshop de ce style, il est valable pour les deux, tu vois. Moi, quand j'ai fait The Roots 3 fois, donc je justement, tu as appris beaucoup de choses de la photo. J'ai appris beaucoup de choses de la photo. Mais il y a tellement de choses qui sont transversales, quoi. Tu vois, bien composer une image, raconter une histoire, que ce soit comment exposer, avoir un style. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est la même chose. Ça se recoupe.
Ça se recoupe. Donc voilà, c'est donner la parole à des vidéastes qui peut-être vont avoir une autre approche du coup de l'esthétique de l'image, plus axée sur l'histoire, sur la continuité, sur l'aspect évidemment storytelling, et moins peut-être sur la technique. Tu vois. Oui, des fois, ça fait du bien aussi de sortir un petit peu le nez de son petit monde et de voir ce qui se fait à côté, finalement. C'est ça. Je pense que c'est bien d'avoir le point de vue d'autres personnes, et puis surtout que voilà, on parle pas de n'importe qui quand on parle de Pascal Délé. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui fait ce boulot depuis 10 ans, qui fait des mariages qui sont incroyables, même si c'est à l'opposé de mon style et de mes mariages. Mais t'es pas le premier à le citer dans le podcast. Bien sûr. Franklin aussi qui l'avait cité bien avant sûr. toi. Donc je pense que voilà, il y a des choses qui doivent être super intéressantes dans sa façon d'aborder les choses, de mettre. Ce qui est impressionnant chez Pascal, c'est la façon dont il met en valeur son côté esthétique, très graphique. Voilà, c'est l'équivalent fine art un peu de c'est la ça, vidéo. sauf dans la colo. Ouais. Sauf dans la colo, parce qu'en colo, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'ultra lumineux comme ça. Donc Pascal, il a quand même une exposition. Il n'a pas une exposition lumineuse, au contraire, il a quelque chose de très cinématographique. Et voilà, ça va être très intéressant de l'entendre, d'avoir son retour d'expérience et savoir aussi comment il gère ses mariages. Je pense que c'est un marché, en plus le marché du luxe, parce que c'est très clairement le marché sur lequel il est. C'est des mariages incroyables qu'il fait, où il y a du potentiel, je pense. Il y a très peu de vidéastes qui sont, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main, les vidéastes qui sont sur ce marché. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir son retour d'expérience là-dessus. D'accord. Oui, déjà, il n'y a pas tant de vidéastes que ça qui sont correctement formés en fait à tous les aspects du métier finalement. Alors je pense qu'on a un gros déficit de formation et je pense qu'on a très sincèrement, enfin bon, c'est pas pour prêcher pour paroisse, même si je fais ce workshop, c'est que je pense qu'il y a un problème quelque part chez les vidéastes français, où je vois l'écart de niveau qu'on a avec les autres pays, où il y a quelque chose qui va pas. Si je prends des pays frontaliers comme l'Italie, comme l'Espagne, mais surtout l'Italie, je vois la diversité et la qualité de travail qu'il y a chez les vidéastes de mariage italiens, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et nous, je trouve que voilà, il y a eu il y a quelques années, quand il y a eu les premières formations sur Ampara, il y a eu une belle progression qu'il faut reconnaître. Il y a eu des belles choses. Mais je pense que là, il faut qu'on passe vraiment, vraiment un nouveau cap. Et surtout dans le style, quoi. Surtout dans le style, je trouve que c'est beaucoup trop homogène, ce qu'on a en France en termes de vidéastes. Tout le monde fait à peu près la même chose. C'est pro, il n'y a rien à dire. Mais ça manque de niveau. Ça manque de niveau et je trouve qu'il faut vraiment passer un cap. Ouais, c'est le moment où il faut que quelqu'un prenne les choses en main, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Et j'ai envie d'être la personne qui donne cet élan, très, très, très clairement. J'ai envie d'être la personne qui va donner l'élan à la profession, qui va donner les clés, en fait. Qui va donner les clés pour que le marché il monte en qualité. Et parce que très clairement, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que je vois de plus en plus de vidéastes étrangers venir faire, entre guillemets, nos mariages en France. Et ça commence à m'énerver, en fait. Ouais. Ça commence à m'énerver parce que ça veut dire qu'il y a un manque en France, en fait. Parce qu'à chaque fois, quand je vois le boulot des gars, je dis « Ah ouais, mais forcément, parce que personne ne fait ça en France. » En fait, ils viennent, mais il y a une raison pour laquelle ils viennent. Exactement. C'est que ça n'existe pas chez nous, finalement. C'est ça. D'accord. Et ça m'énerve dans le sens où on doit être capable de proposer une diversité de styles. Et il y a des styles qui ne sont pas du tout représentés. Par exemple, tu vois, il y a un style qui se fait beaucoup sur le plan international, c'est tout ce qui est film un petit peu conceptuel, où c'est du film de mariage, mais c'est vrai qu'on est dans des choses des fois un petit peu même abstraites, un petit peu très poétiques, métaphysiques des fois. Des gens comme Evergreen en Italie ou j'ai plus le nom, mais bon, des choses qui sont très très marquées. Personne ne fait ça en France. Il n'y a pas un seul vidéaste qui est sur ce registre-là. Donc autant on a la French Touch côté photo, autant on l'a pas encore côté vidéo. Et j'espère que ça va venir. Je pense que ça va venir. Ça devrait arriver. Il n'y a pas de raison. En tout cas, avec des bonnes formations, ça j'espère. Devrait...
Puis en regroupant tout le monde, en fait, il y a les formations, puis il y a le partage aussi dans ces workshops-là. Je pense qu'il est aussi important de rencontrer un peu tous les acteurs du milieu et de faire connaissance. Et c'est ça aussi qui te fait progresser c'est ça, c'est plus une semaine, que le reste, en fait. C'est une semaine, ouais, c'est trois jours. C'est du lundi en début d'après-midi jusqu'au jeudi soir où on finit par une grosse fiesta. Et donc c'est en immersion totale. Donc tu échanges avec tes collègues stagiaires, tu échanges avec les intervenants. Et j'ai oublié de citer aussi, mais il y a 3 intervenants experts donc, qui ne sont pas tous vidéastes. Donc il y a David Mazot, qui donc, lui est photographe vidéaste, mais qui va intervenir sur la partie référencement. Il va y avoir une spécialiste des réseaux sociaux et d'Instagram et un ingé son qui va venir, qui fait la composition de musique de film. Donc il y a ces 3 personnes qui viennent justement sur des sujets très très pointus, apporter leur savoir. Donc voilà, tout ce beau petit monde en immersion pendant 3 jours, avec des moments autour des repas, des moments des soirées, des apéros, des petits jeux. Voilà, ça va être vraiment, vraiment super cool. C'est quoi les dates ? Alors les dates, c'est du... attends, je te ressors ça, parce que je retiens jamais les chiffres, mais c'est du 15 au 18 novembre 2021 et ça se passera en Dordogne. D'accord, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront y revenir assez facilement. Et je vous avoue que moi, je suis tenté, moi j'ai des problèmes d'organisation, parce que moi c'est en plein dans ma saison à moi, où j'ai toujours du boulot, mais en soi, l'idée me plaît bien en fait. Donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas, je sais pas, on verra. Tu parlais des workshops, dans le workshop des intervenants qui allaient parler d'autre chose que de la vidéo, et tu as parlé notamment de calculer sa rentabilité. En fait, c'est un de tes grands dadas quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une discussion, et c'est pas si courant. On parle beaucoup du commercial, on parle beaucoup de passe bradé, on parle beaucoup de ce genre de choses-là, mais on en parle rarement sous l'angle de calculer sa rentabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un de tes chevals de bataille. Ouais, c'est ça. Alors pareil, comme dans beaucoup de choses que je fais, c'est quelque chose que je fais à l'arrache, entre guillemets, en posant des gros chiffres avec des gros traits sur une grosse feuille, on va dire. Mais dans tout ce que je fais, j'ai toujours cette notion de me dire est-ce que c'est rentable ou non. Et être rentable, c'est pas tout le temps dire faut mettre un gros prix derrière. Non, ça peut être aussi l'énergie que tu vas y consacrer et le temps surtout. Donc je trouve ça primordial. Et puis au bout d'un moment, quand vraiment tu poses les chiffres, tu mets vraiment les chiffres dans des cases, tu te rends compte de certaines choses. Tu te rends compte par exemple qu'un film de mariage à moins de, allez, on va dire 2000 €, t'es quasiment pas rentable, quoi. Ou alors tu vas faire 35 heures et tu vas mettre des boîtes de conserve en rayon et tu vas peut-être pas avoir un métier rigolo, mais ça va durer juste 35 heures et tu pourras faire de la vidéo sur tes loisirs, quoi. Ouais. Donc ça, le problème, c'est que les gens ils le comprennent pas, mais en fait c'est pas un point de vue, en fait. C'est pas un point de vue, c'est pas une théorie, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que tu mets les chiffres bout à bout et tu le divises par le nombre d'heures que tu vas y passer et tu t'aperçois que tu es au SMIC chinois, quoi. C'est rigolo parce qu'en fait, quand tu dis ça, moi je m'en suis rendu compte il y a longtemps, mais il y a plein de gens qui oublient de prendre en compte, par exemple, les impôts dans leur prix. C'est-à-dire, ils te lancent 1000, ils croient que c'est 1000 qui rentrent dans leur poche, alors qu'en réalité, 1000, c'est 400 qui rentrent dans ta poche. Mais il y a tellement de choses, il y a les impôts, il y a ton assurance, il y a ta prévoyance. Il y a les réparations de ta voiture, il y a les amendes que tu vas payer parce que tu vas faire des déplacements et tu vas être contrôlé à 97 au lieu de 90. C'est infime. En fait, quand je te dis que je calcule grossièrement, c'est qu'en gros, quand je calcule, j'imagine un peu, je calcule mes frais et je les multiplie par 2 parce que je sais très bien que de toute façon, les faux frais, c'est terrible, quoi. Tu as toujours quelque chose. Tu te retrouves en déplacement à manger dans un endroit où il n'y a pas de resto normaux, et ben tu vas manger dans un logis de France, ça t'a coûté 50 balles. Voilà, t'as ça pas mis bout à bout. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, et les gens ne se rendent pas compte. Alors après, c'est pas gênant, hein, il faut commencer. Enfin, je veux dire, tu fais ta saison, tu fais tes 10 premiers mariages. On a tous fait notre premier mariage à 500 balles. Voilà, enfin, je veux dire, il y a rien de honteux ni de gênant à ça. Mais par contre, des fois, j'en vois, ça fait 4, 5 ans. Et ça décolle pas, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Oui, tu dois te remettre en question aussi, quoi. Tu te respectes pas toi-même, tu respectes pas ta profession, tu sais que tu crois pas à ton métier. Voilà. On est un métier qui
qui pour moi est l'équivalent on doit gagner l'équivalent d'un cadre sup. Tu vois, ça demande quand même des certaines compétences. Donc on doit vraiment bien gagner notre vie. On doit pas, on peut pas dire ça me suffit pour vivre ou je me contente de peu parce que je crois qu'un des grands égalisateurs de ça, c'est d'avoir des enfants en fait. C'est quand tu te rends compte que tu dois laisser quelqu'un derrière toi et que tu le feras pas pour n'importe quoi. Moi, avant d'avoir des gosses, j'avais vachement tendance à accepter un peu tout. C'est-à-dire, un client, il t'appelle, son budget ne correspond pas du tout à ton prix, mais bon, c'est de l'argent, tu y vas, tu vois. Ça, je le fais plus depuis que j'ai des enfants. Là, il y a pas longtemps, on m'a contacté pour un samedi soir. J'ai sorti un prix qui était ce qu'il était. Le mec m'a commencé à me négocier. Je dis écoute, tu veux me faire sortir de chez moi un samedi soir? C'est exactement ça le prix. C'est exactement ça. C'est Marie Astrid qui dit tout le temps c'est du temps qu'on vole à nos enfants. Voilà, une fois que tu as dit ça, c'est tout dit, quoi. C'est bien résumé. Mais même après, si tu es célibataire et si tu es tout seul dans ton coin, je veux dire, il faut. C'est juste que tu as plus de mal à réaliser la valeur de ton temps quand tu es célibataire que quand tu as une famille qui a besoin de toi. C'est ça. Mais il faut se dire un truc aussi, c'est que. Si tu t'en fous de l'argent, alors tu es artiste. Et si tu es artiste, tu travailles pas à la commande. C'est-à-dire que tu fais du court-métrage ou tu fais de la photo d'art. Mais à partir du moment où on te passe une commande, tu travailles pour quelqu'un, tu dois bien gagner ta vie. C'est plus... Même si c'est passionnant comme métier, c'est pas une passion, c'est un métier. Oui, ça se paye pas tout seul en fait. La fierté en fait d'avoir fait quelque chose ne te paye pas. J'ai déjà dû en parler dans le podcast, mais mes deux expériences principales avec des vidéastes, elles étaient pas très très bonnes. La première, c'est un vidéaste qui était à mon mariage, qui a été engagé par ma mère sans me le dire 3 heures avant le mariage, en lui donnant des instructions pas possibles, donc c'était n'importe quoi. La deuxième, c'était un vidéaste qui travaillait sur une bar mitzvah à côté de moi, qui était habillé tout en rouge, qui s'est posé devant le bar mitzvah avec sa caméra sur un trépied qui a plus bougé. Quand on parle, ça se voit sur les réseaux, hein, de toute façon ça tacle toujours un petit peu entre photographe et vidéaste. Comment est-ce qu'on fait bien cohabiter la photo et la vidéo dans un mariage, dans un événement? Je vais te dire, c'est un petit peu comme toutes les cohabitations, comme toutes les relations sociales ou professionnelles, c'est la communication. Il n'y a pas de secret, c'est la communication, s'intéresser à l'autre. Moi, je ne vais pas commencer un seul de mes mariages sans aller voir l'Insta ou le site internet du photographe avec qui je vais travailler. Je veux savoir comment il gère sa lumière, comment il gère ses temps forts. Où il va se positionner. Voilà, où il va se positionner. Si j'ai le temps, j'envoie un petit message sympa avant. Et en lui disant, voilà, salut, on va travailler ensemble, c'est sympa, voilà. Ça permet déjà de poser les bonnes bases. Et puis après... Dès le matin, c'est de savoir déjà... la base, c'est de savoir avec quel focal il travaille et lui dire avec quel focal tu travailles pour savoir déjà un petit peu... si ça va se marcher dessus ou pas. Voilà. Et puis voilà, faire un petit déroulé de la journée, voir les temps forts, là où j'ai besoin de me synchroniser surtout. C'est sur la cérémonie, sur les entrées, savoir un peu comment il va gérer ça, comment on peut collaborer. Et puis c'est savoir aussi faire des concessions à certains moments. C'est de temps en temps, peut-être que non, t'es pas seul, donc il y a des sacrifices que tu vas faire. Mais c'est pas des vrais sacrifices. Oui, c'est un échange. C'est un échange, parce que notre objectif, il est de satisfaire nos mariés. Et c'est un vrai travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Et moi, je sais que j'aime bien, par exemple, quand il y a des photographes qui ont certaines idées où il y a un petit peu de mise en place, les aider. Par exemple, quand il y a de la lumière artificielle sur les flashs, j'aime bien faire le modèle, ça me permet en plus de faire un peu le con et d'avoir des belles photos. Mais je pense à Arnaud Delaunay, par exemple, qui m'a fait une super photo. Il aime bien, tu sais, je sais pas si tu le connais, Arnaud. Il aime bien faire, tu sais, la dernière photo de soirée avec des flashs un peu déportés, tout ça. Ou plus récemment avec Alison, où on s'est amusé à intégrer la Voie lactée dans une des photos. Voilà, on est partis tous les deux. Voilà, j'aime bien. Pour moi, c'est un travail d'équipe, en fait. On est là, on est responsable des images. Et voilà, faut essayer de travailler à deux pour nos mariés, quoi. Préparation intelligente. Exactement. Comme toujours. On parlait un petit peu du Facomocher en début d'enregistrement et tu disais que ça faisait partie de ta communication, de ton avatar. Ouais. C'est quoi? Comment tu gères ta communication, justement? On avait dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard, on en parle en fin d'épisode. Ouais, alors j'ai deux façons de communiquer et deux angles un peu de communication. Il y a la communication
auprès de mes futurs mariés, et la communication dans la communauté, on va dire, dans le wedding game, et qui peut être un peu différente. J'aime communiquer en donnant une petite part de moi-même, et c'est vrai que le fait d'avoir un avatar, ça me permet de cadrer ce que je donne sur les réseaux sociaux, de pas tomber dans le piège de trop en donner, ni pas assez, et de maîtriser surtout en fait la communication. Donc moi, l'axe que j'ai choisi auprès de mes mariés, c'est de donner un côté un peu, on va dire, un peu aventurier, rebelle, on va dire. Voilà. Je m'inspire, tu vois, de certains personnages. Mais encore, on revient au cinéma, tu vois, ça me suit tout le temps. Mais tu vois, un personnage comme Jack Sparrow ou comme Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand, tu vois, ils sont ni gentils ni méchants, tu vois, ils sont ni noirs ni blancs, ils sont gris. J'aime bien, quoi, tu vois, je trouve ça marrant. Et voilà, le côté un peu aventurier. J'aime bien aller travailler dans les dom-toms, la Réunion ou les Caraïbes. J'aime bien donner cette image de partir un peu à l'aventure, avec quand même aussi une pointe de transgression, un côté badass, un peu d'humour. Et puis après, dans la wedosphère, comme on dit, j'aime bien en fait dire des bêtises tout le temps, quoi. J'aime bien, tu vois, commenter en balançant des grosses saucisses, et ça me fait rigoler parce que tu vois, c'est un milieu quand même qui est très propre sur lui, quoi. Tu vois. Et donc, de moins en moins, il y a quand même 2-3 personnes maintenant qui se lâchent assez franchement. Hein. C'est vrai, et ça fait marrer, quoi. Tu vois, quand tu vois des gars comme Patrick ou des personnes comme Alison ou comme d'autres, ou voilà, où au bout d'un moment on est sans filtre, c'est bon, quoi. Tu vois. En tout cas, c'est fun. Ouais, c'est fun. Il y a des groupes qui se sont créés aussi qui permettent de se lâcher aussi un petit peu. Tout à fait, ça fait du bien. Après, plus que sur Résonance. Après, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il y a toujours l'humour, c'est compliqué de nos jours. C'est difficile. On n'est pas dans les années 90, l'époque nulle part ailleurs, l'époque des nuls et des inconnus et de Coluche, elle est très loin. Tu vexes vite quelqu'un, quoi. Voilà, c'est difficile de faire un trait d'humour sans vexer. Et après, à côté de ça, j'ai horreur de vexer les gens. J'aime pas blesser, tu vois. J'aime pas ça. Mais il y a des gens qui se vexent pour tout, en fait. Ouais, je sais plus, il y a 3 ou 4 mois, j'ai dit une connerie sur les véganes dans un débat sur Résonance. Je me suis fait pourrir pendant 2 jours, quoi. Ouais, en fait, à la base, c'était juste une connerie, je m'en fous. Enfin, c'est difficile de faire de l'humour. Mais bon, voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de l'autodérision, quoi. Tu vois. Après, c'est sûr que c'est important. Si tu veux rire des autres, il faut savoir rire de soi. Ouais. Donc, je pense que j'en ai beaucoup pour me vexer. Il faut vraiment y aller. Parce que j'aime bien justement me moquer aussi de moi-même, j'aime bien me moquer des vidéastes, j'aime bien me moquer de... Voilà, tu vois, et puis voilà, quoi. Enfin, tu vois, on a la chance de faire un métier hyper fun. Ouais. Donc il faut... Et où on a la chance de faire un métier hyper fun, où on peut discuter avec les collègues aussi. C'est ça. Parce que je crois que ça a été ma grande erreur en arrivant dans ce milieu-là, c'est de considérer tout le monde comme des ennemis, parce que je venais d'un milieu où tous les collègues étaient des ennemis. Et de me rendre compte en fait au final que non, en fait tout le monde est plutôt sympa et qu'on peut tout à fait cohabiter et bien s'entendre et même progresser ensemble, quoi. Tout à fait. Ça m'étonnerait, tu vois, qu'il y ait une communauté de plombiers sur Facebook, tu vois, qu'ils fassent des blagues, enfin peut-être, tu vois, mais je veux dire... si ça se trouve, on sait pas. Hein. Ouais, peut-être, on sait pas, tu me diras, mais c'est vrai enfin, je veux dire, je trouve que la communauté... En tout cas, s'ils font des blagues, c'est sur le montant qu'ils ont facturé à leurs clients, ça c'est sûr. On parlait d'argent, justement. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Oui. J'ai eu des périodes compliquées au début. C'est vrai que j'ai eu un lancement qui était plutôt sympa. Après, j'ai eu un gros creux où ça a été très difficile. J'ai eu une année 2017, je crois, où quand je repense, tu vois, pour le coup, j'ai accepté des choses qui sont quand même incroyables, mais parce que j'avais pas le choix. Et puis après, non, c'est pas mal reparti. Alors après, voilà, je te cache pas que comme tout le monde, le Covid, il a pas fait du bien. J'avais une stratégie qui était justement de commencer à vraiment gagner de l'argent, à vraiment capitaliser sur la saison 2020. Bon. Ouais. Inutile de te dire que ça n'a pas été T'es pas le premier à me dire ça. Voilà, ça n'a pas été le cas. Voilà, 2021 s'annonce génial, donc... Ça a décalé d'1 an, mais ça va, quoi. Ouais, voilà, on va dire que qu'on a limité la casse et que ça va repartir et que j'espère que voilà, le rythme de croisière que je visais, je vais enfin l'avoir. Donc non, ça va, c'est cool, quoi. Et c'est important parce que tu vois, justement, j'en revenais. Enfin, je veux dire, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier avec beaucoup de sacrifices.
Donc pendant que tout le monde est en vacances et passe des week-ends à faire des barbecues, nous c'est là où on travaille. Donc il faut quand même qu'on puisse en vivre bien, quoi. Oui, raison de plus pour en vivre bien, c'est que justement ce temps que tu passes pas avec tes amis, tu le retrouveras pas, quoi. Exactement. On arrive à la conclusion de l'épisode et la première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière? Alors j'ai hésité à me dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais je pense que je vais en parler parce que justement on va rebondir par rapport à ce dont on vient de parler. J'ai vécu une fin de saison 2018 très très compliquée sur le plan mental, avec littéralement un burn-out. Ouais. Et donc je pense que c'est pas un moment précis, mais c'est une sale période, on va dire, tu vois, où j'ai enchaîné, je crois, 24-25 mariages. Où c'était trop, quoi, trop de travail, et c'était compliqué de bien lier la vie familiale avec la vie professionnelle. Et surtout qu'en 2018, ton fils, il avait quoi, 3 ans? Mon fils, il avait 3 ans, ouais. C'est ça. Donc voilà, c'était une période, on va dire, très 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 compliquée. Et donc voilà. Donc après ça, c'est le final il est bien parce que c'est une période aussi qui m'a permis de me poser des questions sur moi-même, de découvrir des choses. Notamment, je sais plus, je pense pas qu'on en ait parlé, mais on parlait de la musique, mais tu vois, notamment la synesthésie ou des choses sur l'hypersensibilité. Alors plus au niveau des sens, moi je me considère comme une hypersensible, mais plus au niveau de la perception de la musique, la perception de l'image, la perception des odeurs, des goûts, des choses comme ça. Donc ça m'a permis de faire un questionnement sur moi-même et que j'ai réussi à transformer en quelque chose de positif. C'est Alison qui dit toujours faut transformer la merde en diamant. Ouais, et elle a raison. donc ça tu vois, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, et voilà. Donc voilà, attention encore une fois, tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un métier très prenant, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier où on peut aussi y laisser des plumes, quoi. Ouais. Parce que tu enchaînes, en fait, quand tu enchaînes les prestations, tous les week-ends, tu vois des moments et des choses intenses. C'est-à-dire qu'un mariage, tout est fois 1000 en termes d'émotion. Tu vois les gens rire, tu vois les gens pleurer, tu vois les gens se prendre dans les bras, tu vois les gens se dire des choses, se parler, dire qu'ils s'aiment. Et puis t'es en plein dedans en plus. C'est en plein dedans, tu le vis. La semaine, soit tu traites tes images, ou soit tu fais tes montages, donc t'es encore dedans. Mais à côté de ça, en fait, il faut passer l'aspirateur, faire la vaisselle, aller chercher ton gamin à l'école, et voilà, sur des choses beaucoup plus... Mais c'est la vie, quoi. La vraie vie, elle est là. Et c'est difficile, quoi. C'est difficile, et c'est pour ça que voilà, faut faire attention. Faut quand même, pas trop travailler, être rentable pour être bien à l'aise et pas se tuer. J'avais une amie qui disait quand tu te mets à ton compte, soit tu travailles autant et tu gagnes plus, soit tu travailles moins et tu gagnes autant. Exactement. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment, je pense que c'est vraiment, tu vois, c'est pareil, je peux pas en dégager un en particulier, mais c'est tous ces moments où tu assistes à des choses qui sont vraiment, 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 vraiment incroyables, tant dans la tristesse des fois, parce que tu rentres dans le vécu des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont vécu des choses très, 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 très douloureuses. Moi, tout ce qui a un lien avec la paternité me touche énormément. J'ai un souvenir aussi donc en plein mariage, une petite fille qui... donc c'était le mariage de sa maman, mais qui se mariait pas avec son papa, donc qui se mariait avec son beau-père, mais une petite fille de 7-8 ans qui fait un super discours où à la fin elle demande à son beau-papa de l'adopter, et elle appelle papa. Enfin, tu vois, des choses... Ouais. Voilà, des choses qui sont vraiment... tu te dis... pleine d'émotions, quoi. Pleine d'émotions. Et à chaque fois, je me dis, mais le privilège qu'on a d'assister à ça, il est incroyable, quoi. Et ce qu'on fait, la valeur de notre travail, elle est là, parce que j'adore le cinéma, j'adore plein de choses, mais nous, on est les seuls à faire ça, en fait. On est les seuls à faire ce travail, à assister à ça, à restituer ces souvenirs-là. Et ça a une valeur incroyable, quoi. Ça a une valeur incroyable. On est vraiment... des témoins ultra privilégiés, quoi. C'est marrant parce qu'on a tendance à pas valoriser ces métiers-là, justement. Enfin, la plupart des gens ont tendance à pas valoriser ces métiers-là. On a tous eu la question pendant une presta, et toi, tu fais quoi en fait dans la vie? C'est ton vrai métier? Tu fais que ça? C'est voir, est-ce que vous êtes photographe? Tu vois? C'est ça. Ouais. Comme si c'était une question, en fait. Moi, il y a eu un mariage il y a pas longtemps, on est venu me voir, on m'a fait, vous êtes photographe?
A priori, oui, quoi. J'ai 2 appareils en bandoulière. Tu me vois toute la journée debout sur des chaises, à plat ventre par terre, à faire des trucs. Ouais. Je pense qu'on peut considérer que c'est un métier. En fait, on n'est pas considéré. Je pense qu'on n'est pas considéré, mais je suis... Tu vois, je suis sûr d'une chose, c'est que notre travail, il va bien vieillir. C'est relatif, ce que je dis pas forcément dans l'esthétique, mais regarde comme on adore regarder les photos de nos arrière-grands-parents, les premières photos, la valeur que ça. Le côté ingrat, c'est qu'on est remercié 40 ans après. C'est quoi. ça, bon, quand on sera mort. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Il faut se dire que. Ça fait de nous des vrais artistes en même temps. Ouais, quelque part, un petit peu. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est comme les peintres qui peignaient enfin, tu vois, qui faisaient les portraits avant la photographie. Enfin, tu vois, qui sont reconnus des dizaines d'années après leur mort, quoi. Alors après, on n'aura pas des notoriétés. Des notoriétés nationales, internationales. On aura juste une reconnaissance. Il y aura la reconnaissance d'une famille. Travail. Ouais. Et ça, je trouve que ça a vraiment, vraiment, vraiment pas de prix, quoi. D'accord. Dernière question. Ouais. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Bah écoute, j'ai pas envie de louper des gens. Donc tu vois, faut faire un choix. Ouais, faut faire un choix. Je sais pas, mais il y a tellement de gens en fait dans la vidéo. Alors tu vois, j'ai été un peu méchant avec les vidéastes, mais il y a des gens qui font vraiment un travail incroyable. Et je vais les renommer, mais en essayant de dire un petit mot chacun, si tu veux bien, ça permettra aussi de faire connaître un peu les vidéastes de talent français à tout le monde. Mais voilà, tu vois, on a parlé un petit peu de storytelling, mais le maître du storytelling en France, c'est clairement Meryl de Gordon, qui travaille dans le monde entier, qui est vraiment très très fort là-dessus. Et pour moi, justement, c'est le vrai storytelling, c'est ce que fait Meryl. Parce qu'il va pas se contenter de raconter l'histoire du mariage, il va beaucoup plus loin dans l'histoire des couples. Donc c'est assez incroyable ce qu'il fait. Après, je vais te parler de Julien Zoli, qui a une façon de cadrer qui est vraiment géniale, quoi. Il a une caméra qui est tout le temps en mouvement, qui joue énormément avec les flous, avec les couples. Il a une façon très intime de filmer. Matt de Marions-nous dans les bois, qui est pareil, qui a un travail à la fois hyper propre, hyper carré et hyper rock'n'roll dans l'approche, et qui est d'une sympathie incroyable. Je vais te parler de Claire et Stéphane aussi, qui tant en photo qu'en vidéo ont fait un travail hyper frais, hyper lumineux. Je vais te parler de Pierre et Julie, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà, qui ont une vraie identité, qui ont un vrai style que j'aime beaucoup, et ils sont des gens très sympathiques. J'espère que j'oublie personne. Tu vas en oublier un forcément. Et il sera vexé, il te parlera plus. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense pas. Il y a Pascal aussi, mais bon, Pascal, tout le monde le connaît. Mais c'est pas pour autant que voilà qu'il faut pas redécouvrir son travail. Et puis écoute, je crois que j'ai fait le tour, et j'espère bien. Oui, de toute façon, ils passeront tous au Kick-Ass à un moment ou à un autre, donc ce sera l'occasion d'en reparler. Bah, c'est ça, de toute façon, il y en a une partie qui a fait le 1, l'autre partie qui a fait le 2. Et puis les nouveaux qui feront le 3. Ouais, il y a des nouveaux, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui font du super travail. Il y a mon copain Adrien Soreille qui sera là au Kick-Ass aussi en tant qu'encadrant. Il y a des gens comme Clémentine Faucheron aussi. Il y a plein de gens qui montent et qui vont tout casser dans les prochaines années, j'en suis persuadé. Écoute, j'espère longue vie au Kick-Ass en tout cas. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, un peu sur tous les réseaux sociaux, donc évidemment sur Facebook, sur Insta. J'ai même un compte TikTok que j'alimente plus trop, mais voilà, je fais pas des vidéos challenge TikTok, des trucs comme ça débiles. J'essaie de faire des petites vidéos un peu plus amusantes, un peu plus travaillées peut-être. Ouais, si tu veux. En fait, c'est des extraits de mes films que je mets en scène différemment à la sauce un peu TikTok. Et puis voilà, et mon site internet. Ouais, mon site internet, en fait, c'est je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'aime pas trop ça, en fait, dans le sens où pour moi c'est trop cadenassé. En fait, si on veut me découvrir, si on veut voir ma vraie personnalité, il faut aller sur mon site. Et c'est quoi ? Et c'est Kalen Film. D'accord. Voilà.
calenfilm.com. Je mettrai les liens de toute façon de tout ce qu'on a évoqué dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'être venu jusqu'à chez moi, Écoutez, merci. d'aussi loin, Ouais, pour enregistrer cet tombait épisode. Bien, ça tombait bien, j'étais dans le coin. Donc, Non, mais ça fait plaisir de pouvoir reprendre un petit peu les enregistrements en personne. C'est vrai que ces derniers temps, ça a surtout été à distance. Ouais. Et l'idée aussi de ces podcasts, c'est aussi de rencontrer les gens. Donc rencontrer, c'est quand même assez inestimable. Donc merci d'être venu. Merci et à toi. Puis, écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt, peut-être au Kikas. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot à ce sujet. T'as ton chéquier, j'ai le compte principal. Je vais déjà voir si la date est libre et puis on avisera ensuite. Merci Mathias. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.